Pendant près d'un siècle, une seule entreprise a contrôlé la façon dont le monde prenait des photos. Chaque anniversaire, chaque mariage, chaque souvenir important passait presque toujours par la même marque, Kodak. Dans les années 1970, l'entreprise est au sommet du monde. Des milliards de photos sont prises chaque année avec leurs appareils et leurs pellicules. Leur domination est tellement forte que beaucoup pensent que Kodak fera partie du paysage pour toujours. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que la technologie qui allait détruire cet empire a été inventée à l'intérieur même de Kodak. En 1975, un ingénieur de l'entreprise construit le premier appareil photo numérique de l'histoire. Une machine capable de capturer une image sans pellicule, sans développement, sans laboratoire. Autrement dit, une technologie capable de rendre inutile tout le modèle économique de Kodak. Lorsque cette invention est présentée à la direction, les dirigeants comprennent immédiatement ce que cela signifie. Si cette technologie se répand, leur industrie entière disparaît. Alors ils prennent une décision. Une décision qui semblait logique à l'époque, mais qui va devenir l'une des plus grandes erreurs stratégiques de l'histoire des entreprises. Pour comprendre l'histoire de Kodak, il faut revenir à une époque où la photographie n'était pas du tout ce que nous connaissons aujourd'hui. À la fin du 19e siècle, prendre une photo est un processus long, complexe et réservé à une petite minorité. Les appareils sont volumineux, les manipulations techniques sont nombreuses et il faut souvent être un professionnel pour réussir une image correcte. Pour la grande majorité des gens, la photographie reste un luxe ou une curiosité scientifique. C'est dans ce contexte qu'un homme nommé George Eastman va transformer complètement l'industrie. Eastman comprend quelque chose de fondamental. Si la photographie devient simple, rapide et accessible, elle peut devenir un produit de masse. Son objectif n'est pas seulement de fabriquer des appareils photo. Son ambition est beaucoup plus grande. Il veut rendre la photographie accessible à tout le monde. En 1898, il lance le premier appareil Kodak destiné au grand public. Le principe est simple. L'appareil est déjà chargé avec une pellicule capable de prendre 100 photos. Une fois les photos prises, l'utilisateur envoie l'appareil entier à l'entreprise. Kodak développe les images, recharge l'appareil et le renvoie au client. La promesse est résumée dans une phrase devenue célèbre dans le monde entier. You press the button, we do the rest. Vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. Cette idée paraît simple, mais elle est révolutionnaire. Elle transforme la photographie en un produit accessible, presque banal. Très vite, les gens commencent à photographier leur vie quotidienne. Les vacances, les enfants, les fêtes de famille, les voyages. La photographie devient une façon de conserver les souvenirs. Mais derrière cette simplicité apparente se cache un modèle économique extrêmement puissant. Kodak ne gagne pas seulement de l'argent en vendant des appareils photo. En réalité, la vraie source de revenus vient des consommables, les pellicules et le développement des photos. Chaque fois qu'une personne prend une photo, elle utilise un morceau de film. Et chaque rouleau de film doit être remplacé. Ensuite, les images doivent être développées dans un laboratoire spécialisé. Kodak contrôle toute cette chaîne. L'entreprise fabrique les pellicules. Elle fournit les produits chimiques nécessaires au développement. Elle possède ou approvisionne les laboratoires qui transforment les négatifs en photographies imprimées. En d'autres termes, Kodak gagne de l'argent à chaque étape du processus. Ce modèle devient l'un des plus rentables de l'histoire industrielle. Au fil des décennies, Kodak grandit de manière spectaculaire. L'entreprise construit d'immenses usines, développe des technologies chimiques avancées et recrute des milliers d'employés. La ville de Rochester, dans l'État de New York, devient le cœur de cet empire. Des générations entières de familles travaillant pour Kodak. Dans les années 1950 et 1960, la marque est devenue un symbole culturel. Prendre une photo est souvent décrit comme un moment Kodak. L'expression entre même dans le langage courant. Elle signifie un instant précieux, un souvenir que l'on veut conserver pour toujours. Pendant cette période, Kodak domine largement le marché mondial de la photographie. Aux États-Unis, l'entreprise contrôle une immense part du marché du film photographique. Dans certains segments, sa domination dépasse les 80%. Peu d'entreprises peuvent rivaliser avec une telle position. Cette domination donne à Kodak une confiance immense dans son modèle. L'entreprise investit massivement dans l'amélioration des pellicules. Les films deviennent plus sensibles à la lumière, plus précis dans les couleurs et plus faciles à utiliser. Les appareils photo deviennent également plus compacts et plus simples. Pour les dirigeants de l'entreprise, l'avenir semble clair. Tant que les gens continueront à vouloir garder des souvenirs de leur vie,
ils auront besoin de pellicules. Et tant qu'ils auront besoin de pellicules, Kodak restera indispensable. Pendant presque un siècle, cette logique semble indestructible. Chaque innovation renforce encore la position de l'entreprise. Chaque nouvelle génération d'appareils encourage les consommateurs à prendre plus de photos. Et plus les gens prennent de photos, plus ils consomment de pellicules. L'entreprise devient donc non seulement un leader industriel, mais aussi un pilier économique et culturel. Mais au début des années 1970, un changement discret commence à apparaître dans les laboratoires de recherche de l'entreprise. Un changement technologique qui, au départ, semble presque anecdotique. Un ingénieur travaille sur une idée étrange, capturer une image sans film, uniquement grâce à des composants électroniques. À ce moment-là, personne n'imagine que cette idée pourrait bouleverser toute l'industrie. Et pourtant, c'est exactement ce qui est sur le point de se produire. Mais pour comprendre ce qui va réellement changer le destin de Kodak, il faut entrer à l'intérieur même de l'entreprise. Parce que la révolution qui allait bouleverser toute l'industrie de la photographie ne va pas apparaître chez un concurrent. Elle ne va pas naître dans une start-up inconnue. Elle va naître dans les laboratoires de Kodak, eux-mêmes. Au début des années 1970, l'entreprise possède certains des centres de recherche les plus avancés au monde dans le domaine de l'image. Des centaines d'ingénieurs et de scientifiques travaillent sur de nouvelles technologies, amélioration des pellicules, nouveaux procédés chimiques, capteurs expérimentaux, systèmes d'enregistrement d'images. Parmi ces ingénieurs se trouve un jeune chercheur nommé Steven Sasson. En 1975, on lui confie une mission qui semble assez simple. Explorer les possibilités d'un nouveau type de capteur électronique appelé CCD, un composant capable de capter la lumière et de la transformer en signal électrique. À l'époque, personne ne voit encore clairement ce que cette technologie pourrait devenir. Les capteurs sont très primitifs, l'électronique est lente et les ordinateurs restent limités. Mais Sasson commence à se poser une question qui va tout changer. Et si une image pouvait être capturée sans pellicule ? Et si la lumière pouvait être convertie directement en données électroniques ? Autrement dit, si une photographie pouvait exister sous forme de fichier plutôt que sur un morceau de film. L'idée est radicale, parce que si elle fonctionne, elle pourrait supprimer entièrement le cœur du modèle économique de Kodak. La pellicule. Malgré cela, Sasson décide d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Il assemble plusieurs composants électroniques, construit un prototype et commence à tester son invention. Ce qu'il est en train de fabriquer semble presque irréaliste pour l'époque. Le premier appareil photo numérique de l'histoire. Et lorsque ce prototype est enfin prêt, Sasson va le présenter aux dirigeants de Kodak. Mais ce moment va déclencher une réaction que personne dans l'entreprise n'avait vraiment anticipée. En 1975, Steven Sasson travaille comme jeune ingénieur dans les laboratoires de recherche de Kodak à Rochester, dans l'État de New York. À cette époque, Kodak investit beaucoup dans la recherche scientifique. L'entreprise possède certains des meilleurs ingénieurs spécialisés dans la chimie de l'image, l'optique et les technologies photographiques. Mais les recherches portent presque toujours sur un objectif précis, améliorer la pellicule. Le projet confié à Sasson est différent. On lui demande d'explorer les possibilités d'un nouveau composant électronique appelé capteur CCD. Ce capteur, inventé quelques années plus tôt, a une propriété intéressante. Il peut capter la lumière et la transformer en signal électrique. Autrement dit, il peut convertir une image optique en information électronique. Pour la plupart des ingénieurs de l'époque, cette technologie reste expérimentale. Les capteurs sont très petits, la résolution est extrêmement faible et l'électronique nécessaire pour traiter les images est lente et encombrante. Mais Sasson commence à imaginer quelque chose de radical. Il se demande s'il serait possible de capturer une image complète sans utiliser de film. L'idée est simple en apparence, mais techniquement très complexe pour l'époque. Pour y parvenir, Sasson doit construire un appareil entièrement nouveau. Il assemble différents composants électroniques récupérés dans les laboratoires. Un capteur CCD, plusieurs circuits de conversion, un objectif provenant d'un appareil photo Kodak et un système d'enregistrement sur cassette numérique. Le prototype qu'il construit n'a rien à voir avec les appareils photo que nous connaissons aujourd'hui. L'appareil est volumineux et pèse environ 4 kg. Il ressemble davantage à une boîte électronique qu'à un appareil photo traditionnel. Lorsque Sasson prend la première photo avec ce prototype, le processus est lent. La lumière entre dans l'objectif, frappe le capteur CCD et est convertie en signal électronique. Ces données sont ensuite transformées en informations numériques et enregistrées sur une cassette magnétique. L'ensemble du processus prend environ 20 secondes pour une seule image.
La résolution est extrêmement faible selon les standards actuels. L'image produite contient environ 10 000 pixels, soit l'équivalent d'une résolution de 0,01 mégapixels. L'image est en noir et blanc et sa qualité reste très limitée. Mais malgré toutes ces imperfections, l'expérience fonctionne. Pour la première fois dans l'histoire, une image a été capturée sans pellicule. C'est une photographie entièrement numérique. Lorsque Sasson montre le résultat à ses collègues, certains comprennent immédiatement l'importance de cette invention. Même si la qualité est encore très faible, le principe est révolutionnaire. Si cette technologie s'améliore avec le temps, elle pourrait transformer complètement la manière dont les images sont capturées, stockées et partagées. Sasson prépare alors une démonstration pour la direction de l'entreprise. Il explique le fonctionnement de l'appareil, montre comment l'image est enregistrée sous forme de données et présente le potentiel de cette technologie. Mais la réaction des dirigeants est prudente, presque inquiète, parce qu'ils comprennent immédiatement une chose fondamentale. Si la photographie devient numérique, la pellicule pourrait disparaître. Et sans pellicule, tout le modèle économique de Kodak pourrait s'effondrer. À ce moment précis, l'entreprise se retrouve face à un choix stratégique extrêmement difficile. D'un côté, elle possède une invention capable de définir le futur de la photographie. De l'autre, ce futur menace directement les milliards de dollars générés par son activité principale. L'appareil construit par Steven Sasson n'est encore qu'un prototype expérimental. Mais il représente déjà quelque chose de beaucoup plus important qu'une simple innovation technologique. Il représente un futur que Kodak va avoir beaucoup de mal à accepter. Lorsque Steven Sasson présente son prototype aux dirigeants de Kodak, la réaction est révélatrice d'un problème beaucoup plus profond qu'une simple décision technologique. Les dirigeants ne doutent pas de l'ingéniosité de l'invention. Ils comprennent très bien que capturer une image sans pellicule est une avancée majeure. Mais au lieu de voir immédiatement une opportunité, ils voient surtout une menace. Pour comprendre cette réaction, il faut regarder la structure économique de Kodak à cette époque. Depuis des décennies, l'entreprise fonctionne grâce à un modèle extrêmement précis. Les appareils photo sont vendus à un prix relativement accessible afin d'encourager les consommateurs à en acheter. Mais le véritable profit ne vient pas de ces appareils. Il provient des pellicules et du développement des photos. Chaque rouleau de film contient un nombre limité d'images. Une fois la pellicule utilisée, il faut en acheter une nouvelle. Ensuite, les photos doivent être développées dans un laboratoire spécialisé, ce qui génère encore des revenus. Ce système signifie qu'une seule personne qui possède un appareil photo Kodak peut générer des achats répétés pendant des années. C'est ce modèle qui rend l'entreprise si rentable. Plus les gens prennent de photos, plus ils consomment de pellicules. Et plus ils consomment de pellicules, plus Kodak gagne d'argent. Ce mécanisme transforme la photographie en une source de revenus continue. Contrairement à un appareil photo qui n'est acheté qu'une seule fois, la pellicule est un produit consommable. L'appareil photo numérique menace directement ce système. Avec une caméra numérique, il n'y a plus de pellicule. Une fois que l'appareil est acheté, l'utilisateur peut prendre des centaines ou des milliers de photos sans acheter quoi que ce soit de plus. L'image est stockée sous forme de données, et il n'est plus nécessaire de passer par un laboratoire pour la développer. Autrement dit, toute la chaîne économique de Kodak disparaît. Pour les dirigeants de l'entreprise, la situation ressemble à un piège. Si Kodak adopte pleinement la photographie numérique, elle risque de détruire sa propre source de revenus. Les milliards générés par la vente de pellicules pourraient disparaître. Les usines construites pour produire ces films deviendraient inutiles. Des milliers d'emplois seraient menacés. Mais si Kodak ignore la technologie numérique, une autre entreprise pourrait la développer et transformer l'industrie. C'est ce que les économistes appelleront plus tard le dilemme de l'innovateur. Une entreprise dominante hésite à adopter une innovation radicale parce que cette innovation menace son activité actuelle. Le succès passé devient alors un obstacle au changement. À l'intérieur de Kodak, ce dilemme devient de plus en plus visible. Les équipes de recherche continuent à explorer les technologies numériques, mais ces projets restent souvent confinés au laboratoire. Les dirigeants préfèrent concentrer leurs investissements sur ce qui fonctionne déjà, améliorer la qualité des pellicules, perfectionner les procédés chimiques et renforcer le réseau de développement photographique. Pendant ce temps, la technologie numérique progresse lentement, mais sûrement. Les capteurs deviennent plus performants, les systèmes électroniques plus rapides et les ordinateurs plus puissants. Mais pour Kodak, le problème reste le même. Chaque progrès du numérique rend la pellicule un peu plus fragile. Et plus cette technologie avance, plus l'entreprise doit affronter une question difficile. Faut-il protéger le présent ou construire le futur ? Pendant plusieurs années, Kodak va essayer de faire les deux à la fois.
Et c'est précisément cette hésitation qui va ouvrir la porte à ses futurs concurrents. Pendant que Kodak hésite à adopter pleinement la photographie numérique, le reste de l'industrie commence à avancer dans une direction très différente. Plusieurs entreprises technologiques observent attentivement les progrès de l'électronique et comprennent que la photographie pourrait bientôt devenir un domaine dominé par les circuits et les capteurs, plutôt que par la chimie. Parmi ces entreprises, certaines se trouvent au Japon. Sony, Canon, Nikon et Fujifilm investissent progressivement dans la recherche liée aux capteurs, aux systèmes d'imagerie électronique et au traitement numérique des images. Pour ces entreprises, la situation est très différente de celle de Kodak. Leur activité principale ne dépend pas de la pellicule photographique. Elles n'ont donc pas le même risque économique à adopter une nouvelle technologie. Au début, les appareils numériques restent très limités. Les images sont de faible résolution, souvent pixelisées et parfois difficiles à exploiter. Les appareils sont coûteux, l'enregistrement des images est lent et les systèmes de stockage sont encore rudimentaires. Pour beaucoup de photographes professionnels, la qualité de la pellicule reste largement supérieure. Mais malgré ces limites, la technologie continue de progresser. À la fin des années 1980, Sony présente l'un des premiers appareils électroniques destinés au marché grand public. Le système ne fonctionne pas encore exactement comme un appareil numérique moderne, mais il montre clairement la direction que la technologie est en train de prendre. Les images sont capturées électroniquement et peuvent être affichées sur un écran. Ce concept attire immédiatement l'attention de l'industrie. Dans les années 1990, les progrès deviennent plus rapides. Les capteurs gagnent en précision, les systèmes de stockage deviennent plus efficaces et les ordinateurs personnels commencent à se répandre dans les foyers. Cette combinaison de technologies change progressivement la manière dont les images peuvent être utilisées. Avec un appareil numérique, il devient possible de voir une photo immédiatement après l'avoir prise. Il n'est plus nécessaire d'attendre le développement d'une pellicule. Les images peuvent être copiées, modifiées et partagées sur un ordinateur. Cette rapidité change complètement l'expérience de la photographie. Canon et Nikon, qui possèdent déjà une solide réputation dans le domaine des appareils photo professionnels, commencent à développer leur propre modèle numérique. Ils travaillent sur des appareils capables de produire des images de plus en plus détaillées, ce qui attire progressivement les photographes professionnels et les agences de presse. Pour ces acteurs, le numérique représente une opportunité gigantesque. Chaque amélioration technologique réduit l'écart entre la qualité numérique et la qualité de la pellicule. Les capteurs deviennent plus performants, les cartes mémoire permettent de stocker davantage d'images et les logiciels de traitement améliorent la qualité finale. Pendant ce temps, Kodak continue d'avancer avec prudence. L'entreprise lance quelques produits numériques, mais elle reste profondément attachée à son modèle historique, basé sur la pellicule. Cette différence de stratégie va devenir de plus en plus visible. D'un côté, certaines entreprises investissent massivement dans l'avenir numérique de la photographie. De l'autre, Kodak tente de préserver un système qui a dominé l'industrie pendant presque un siècle. Mais la technologie, elle, ne ralentit pas. Chaque année, les appareils numériques deviennent plus performants, plus simples à utiliser et plus accessibles. Et plus cette évolution progresse, plus la position dominante de Kodak commence à se fragiliser. Au début des années 2000, un changement profond commence à se produire dans l'industrie de la photographie. Pendant des décennies, la pellicule a été au cœur de tout le système. Chaque appareil photo dépendait du film. Chaque souvenir passait par un rouleau de pellicule et chaque image devait être développée dans un laboratoire. Mais ce modèle commence soudainement à se fissurer. Les appareils photo numériques deviennent rapidement plus performants. La qualité des images s'améliore d'année en année et les prix commencent à baisser. Ce qui était autrefois une technologie expérimentale devient progressivement un produit accessible au grand public. De plus en plus de consommateurs découvrent un avantage qui change complètement leur façon de prendre des photos. L'instantanéité. Avec un appareil numérique, la photo apparaît immédiatement sur l'écran. Si l'image n'est pas réussie, il suffit d'en prendre une autre. Il n'y a plus de limite imposée par la pellicule, plus d'attente pour le développement et plus de coûts pour chaque nouvelle image. Cette liberté transforme complètement le comportement des utilisateurs. Les ventes de pellicules commencent alors à diminuer. Au début, la baisse semble modérée. Kodak reste encore une entreprise puissante et beaucoup de consommateurs continuent d'utiliser des appareils traditionnels. Mais la tendance devient rapidement impossible à ignorer. Chaque année, la demande pour le film photographique recule davantage. Dans le même temps, les entreprises qui ont investi massivement dans le numérique prennent de l'avance.
Canon et Nikon dominent progressivement le marché des appareils numériques de haute qualité. Sony développe ses propres technologies de capteurs et de traitement d'images. De nouvelles entreprises apparaissent également, profitant de cette transition technologique. Kodak tente de réagir. L'entreprise lance plusieurs modèles d'appareils photo numériques et investit dans certaines technologies d'imagerie. Mais la transition est difficile. Pendant près d'un siècle, toute l'organisation de Kodak a été construite autour de la pellicule. Les usines, les chaînes de production, la logistique et même la culture interne de l'entreprise dépendent de ce système. Changer un tel modèle en quelques années est extrêmement complexe. Plus la pellicule disparaît, plus les revenus historiques de Kodak s'effondrent. Les laboratoires de développement ferment progressivement, les ventes de films chutent et les marges qui avaient longtemps soutenu l'entreprise disparaissent. Et alors que Kodak tente encore de s'adapter à cette nouvelle réalité, une autre révolution commence à accélérer le processus. Les smartphones arrivent sur le marché. Avec ces appareils, des millions de personnes se retrouvent soudainement avec un appareil photo dans leur poche. Les photos peuvent être prises, stockées et partagées instantanément sur Internet. Cette évolution change définitivement la place de la photographie dans la vie quotidienne. Dans ce nouveau monde, la pellicule n'a presque plus de rôle. Et pour Kodak, qui avait construit tout son empire sur ce produit, les conséquences deviennent impossibles à éviter. En 2012, l'entreprise dépose finalement le bilan, marquant la chute spectaculaire d'un géant qui avait autrefois dominé toute l'industrie de la photographie. L'histoire de Kodak est souvent racontée comme celle d'une entreprise qui n'a pas su voir venir l'avenir. Mais la réalité est encore plus étonnante. Kodak n'a pas ignoré la révolution numérique. Au contraire, l'entreprise l'a vue arriver très tôt. Elle l'a même inventé. Le premier appareil photo numérique a été créé dans ses propres laboratoires. Les ingénieurs de Kodak comprenaient parfaitement le potentiel de cette technologie. Ils savaient qu'un jour, les images pourraient être capturées, stockées et partagées sans pellicule. Le futur était visible, presque évident. Et pourtant, malgré cette connaissance, l'entreprise n'a jamais réussi à transformer cette vision en stratégie. Le problème n'était pas un manque d'intelligence, ni un manque de technologie. Le problème était beaucoup plus profond. Kodak était prisonnier de son propre succès. Pendant près d'un siècle, la pellicule avait été la source de sa richesse, de sa stabilité et de son identité. Tout l'écosystème de l'entreprise dépendait de ce produit. Abandonner ce modèle revenait presque à remettre en question toute l'histoire de l'entreprise. Mais dans un monde dominé par l'innovation, le passé peut devenir un piège. Ce qui a rendu une entreprise puissante hier peut l'empêcher d'évoluer demain. Les modèles économiques qui fonctionnent parfaitement aujourd'hui peuvent devenir obsolètes beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. L'histoire de Kodak rappelle une leçon importante sur la technologie et le progrès. Les révolutions ne détruisent pas seulement les entreprises faibles. Elles détruisent souvent les entreprises les plus fortes, celles qui ont le plus à perdre en changeant. Parce que voir le futur ne suffit pas. Il faut aussi avoir le courage de construire ce futur, même si cela signifie transformer ou abandonner ce qui nous a rendus puissants autrefois. Et dans l'histoire de Kodak, c'est précisément ce courage qui a manqué.